Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du Balado du RIMAS. Aujourd'hui, on reçoit Madame Alexandra Hidalgo, criminologue en pratique privée et anciennement directrice clinique pour la Maison Pinchot. Bonjour. Bonjour Jennifer. Merci beaucoup de participer avec moi aujourd'hui au Balado. Ça fait plaisir, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. On va commencer tout de suite avec les questions. Si on rentre dans le vif du sujet, quelles études ont été nécessaires pour pratiquer le métier de criminologue? Écoute, pour ce qui est de mes études, j'ai un parcours un peu atypique, mais si on s'en tient aux études nécessaires, ben, c'est un baccalauréat. Dans le fond, simple, aussi simple que ça, là, un bac, moi j'ai fait mon bac à l'Université Laval, donc j'ai gradué en 2017 et ensuite, ben, je suis devenue membre en règle de mon ordre professionnel. Alors, c'est ce que ça prend pour pratiquer le métier de criminologue. OK, génial. Puis afin de travailler auprès des auteurs d'infractions à caractère sexuel, est-ce qu'il y a des études, des formations supplémentaires que tu as dû faire? Pas nécessairement de façon obligatoire, je vais dire, mais c'est sûr que c'est recommandé parce que c'est une clientèle qui est quand même assez différente, là, on va dire, dans le sens que c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec cette clientèle-là. Fait que c'est sûr qu'il y a des formations qui sont données. Moi, je conseille toujours d'aller dans des congrès, bon, comme le RIMAS, justement. C'est quand même très intéressant de savoir ce qui se fait, les nouvelles pratiques, les nouveaux outils qui peuvent être offerts. Fait que je te dirais que c'est des formations qui sont plus continues et à titre volontaire. Puis avec le temps et l'expérience, c'est ça qui va faire en sorte qu'on va savoir si on est fait, on va dire entre guillemets, pour travailler avec cette clientèle-là. Mais sinon, en tant que tel, pas nécessairement, non. Puis justement, toi, qu'est-ce qui t'a attiré initialement vers ce domaine-là? Ben, écoute, initialement, j'ai toujours aimé le droit dans ma vie, dans le sens que j'ai fait technique juridique, j'étais au cégep quand je suis sortie de l'université, de l'école, je veux dire, du secondaire. Et je m'enlignais pour quelque chose du droit. Là. Je voulais peut-être être avocate ou criminelle, mais je voulais défendre les criminels. Ça aurait été ça mon avenue, si on veut. Puis finalement, ben, je me suis rendu compte que c'était peut-être un petit peu trop, justement, ça manquait on va dire, d'intervention sociale, ça manquait, Mm-hmm. je ne vais pas dire d'humanité, là, parce que je ne veux pas dire que les avocats ne sont pas humains, c'est pas du tout ça, mais ça manquait, cette flexibilité-là ou cette adaptation-là qu'on peut avoir dans un milieu qui est un petit peu plus d'intervention. Fait que finalement, je me suis dirigée vers autre chose, puis j'ai trouvé le certificat en criminologie à l'Université Laval qui venait d'être offert. J'ai commencé comme ça, j'ai adoré parce que justement, je trouvais que ça englobait autant l'intervention que le droit. On a quand même des cours de droit qui sont au droit criminel, Mm-hmm. des choses comme ça. Fait qu'on a une notion plus législative, mais tu as aussi beaucoup de concepts qui est relié à la psychologie, les approches, les écoles de pensée, tout ça. Fait que je trouvais que c'était un milieu qui était très englobant puis complet, puis ça rejoignait vraiment mes centres d'intérêt. Fait que c'est une des raisons pour laquelle j'ai décidé de faire le bac par la suite et de travailler avec cette clientèle-là. Ben, au départ, je vais dire, mon stage, je l'ai fait dans une maison de transition ou à la maison Jointois à Saint-Hyacinthe. OK. Donc, déjà d'emblée, j'ai commencé, si on veut, sur le terrain avec une clientèle probationnaire. Puis à travers ça, il y avait de la délinquance sexuelle, évidemment. Et je trouvais ça super intéressant parce que justement, tu sais, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec cette clientèle-là, mais moi, ça me dérangeait pas. Tu sais, c'était pas quelque chose qui venait me heurter dans mes valeurs ou, tu sais, Mm-hmm. changer quoi que ce soit. Au contraire, je trouvais justement que c'était une clientèle super intéressante avec des défis différents. Puis ben, j'ai comme continué dans cette branche-là avec le temps, finalement. Puis on dirait qu'on se spécialise selon nos intérêts, mais selon notre expérience aussi. Fait que c'est un peu ça qui m'a amené à travailler avec cette clientèle-là. OK. Puis qu'est-ce que tu dirais qui diffère dans ta pratique auprès de cette clientèle-là versus un criminologue plus généraliste, je veux dire? Oui, ben, tu sais, ce qui diffère, ben, d'emblée, j'ai envie de te dire, justement, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Fait que dans ce temps-là, déjà, on est un peu restreint parfois en termes tu sais, on le voit même à l'intérieur, on va dire des professionnels, qui a Mm-hmm. certains jugements, il y a quand même des étiquettes qui sont associées, que ce soit auprès des délinquants eux-mêmes ou auprès des gens qui travaillent avec eux. Tu sais, Mm-hmm. de dire qu'on est dans la réinsertion sociale auprès de la délinquance sexuelle, tu sais, il y en a beaucoup qui vont penser que c'est parce qu'on endosse ça ou, tu sais, c'est pas nécessairement ça, évidemment, là, ça n'a pas, c'est pas ça du tout, là. C'est juste qu'on va voir un potentiel de réinsertion. Puis aussi, les études démontrent que ces gens-là sont capables de se réinsérer, puis c'est pas eux qui ont le plus haut taux de récidive, là. Fait que, au OK. final, des fois, on est un peu dans notre jugement, dans notre propre
préjugés ou conceptions erronées. Fait que les défis, c'est ça. Ça fait partie des défis, c'est-à-dire de se heurter à des étiquettes, des jugements, autant aussi au niveau de nos propres proches, là, notre propre famille, qui des fois vont comme questionner nos choix, avoir peur pour nous, être un peu eux-mêmes dans leur jugement de valeur. Fait que, il faut un peu défendre des fois notre position, défendre notre métier, j'ai envie de dire. Fait que ça, c'est sûr qu'à la longue, ça peut devenir un peu irritant, là, puis difficile. Au final, ben, c'est ça. Tout le monde a droit à la même chance, ou deuxième chance, ou troisième, ou peu importe, là, appelons ça comme on veut. Mais je me dis, si on est pour travailler en réinsertion, ben, on peut pas participer encore plus à l'étiquetage. Dans le fond, le but, c'est d'enlever les étiquettes. Puis c'est ce qu'on apprend dans un cours comme la criminologie, c'est d'enlever les jugements, c'est d'essayer de défaire les catégories, les étiquettes qu'on peut mettre pour justement aider tout le monde à avoir la même chance. Puis si on sent qu'on est trop biaisé, ben c'est à la limite de mieux se connaître puis se retirer puis peut-être faire un autre choix. Là. Puis justement, tu aides à ouvrir les mentalités, là. Oui, oui, totalement, parce que on fait de l'éducation beaucoup, on essaie de sensibiliser, puis ben, c'est ça, on essaie le plus possible, mais il y en aura toujours évidemment des jugements, puis c'est correct, j'ai envie de dire, parce que bon, ben, ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde, là. Tout à fait. Pourrais-tu me dire un peu c'est quoi les actes réservés aux criminologues? Oui, ben là, justement, c'est le fun parce qu'on en a de plus en plus. C'est sûr que moi, de mon côté, étant donné que je fais de la pratique privée, j'ai moins affaire à ce genre d'actes réservés, mais on peut retrouver l'ensemble de la liste là, sur le site de l'Ordre des criminologues, l'Ordre professionnel. Mais d'emblée, ben, on peut évaluer une personne atteinte d'un trouble de santé mentale ou un trouble neuropsychologique. C'est sûr qu'il y a de l'évaluation aussi en lien avec la DPJ, là, donc tout ce qui évalue une personne dans le cadre d'une décision prise par la DPJ ou évaluer un adolescent par rapport à la LSJPA. Il y a aussi on peut aussi décider des mesures d'isolement dans certaines situations. Ça ressemble à ça, là, je veux dire, c'est pas exhaustif comme liste, là, mais en gros, c'est ça. Oui. OK. Puis, quelle sorte de suivi est-ce que tu offres à ta clientèle? Au privé, tu parles? Oui. De mon côté, ben en fait, ça fait 1 an là, que justement, je fais du privé à temps plein. Et moi, ma clientèle que j'ai décidé je veux dire, de choisir, ou je sais pas, je peux dire ça comme ça, là, mais je me suis spécialisée auprès des proches des personnes judiciarisées. Okay. Donc, je t'explique, là, avec le temps, ben, justement, en travaillant aussi un petit peu en transition, je me suis rendu compte que il y avait un vide de service pour ces gens-là, que souvent, on leur demande quand même d'être présent, d'être un filet social. On leur met quand même une certaine pression, c'est-à-dire, on va donner un exemple, un gars qui est en transition, qui s'en va la fin de semaine chez sa conjointe, ben cette conjointe-là, elle doit comprendre c'est quoi les conditions que monsieur doit respecter. Elle doit être une personne pro-sociale. On peut exiger que la personne n'ait pas de casier judiciaire. Donc, tu sais, veut pas, la personne en tant que telle aussi a comment je peux dire, des impacts. Et ben, ça peut mettre une pression sur les parents, sur les conjoints, sur les enfants, de comprendre c'est quoi le système judiciaire. Quelqu'un qui se fait arrêter, justement, on va dire une personne qui aurait une charge, par exemple, de possession de pornographie juvénile. Mais, ça peut être très confrontant pour la famille, les parents, une maman qui va dire, mais voyons, mon fils de, je sais pas, mettons 26 ans, vient de se faire arrêter pour possession de pornographie juvénile. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça, j'ai pas vu ça? Je sais pas comment je me sens. Ou j'ai vu une sœur que ben, son frère, c'est le parrain de ses enfants, mais là, il se fait arrêter pour attouchement sur mineur. C'est très confrontant là, parce que là, la famille se dit, OK, moi, je fais quoi avec ça? Est-ce que là, je coupe les liens avec mon frère ou avec mon fils? C'est difficile pour ces personnes-là. Puis en même temps, ben, des fois, on doit leur demander ben, de s'occuper de la personne, d'aller, de porter des choses en détention, de leur donner de l'argent pour leur cantine. Ça peut être d'entreposer leurs biens, s'occuper du chien, s'occuper de l'appartement. Il y a plusieurs retombées et ça tombe sur les proches. Donc, ces gens-là, ben, qui les aide, qui aide ou qui soutient ces personnes-là à mieux soutenir nos contrevenants, puis à favoriser au final une réinsertion sociale, parce qu'on le sait, la réinsertion, ça passe par un filet social, des facteurs de protection. Est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui sont là, qui sont prosociaux? Fait que si on aide un peu ces gens-là, ben, on favorise par la bande et même directement la réinsertion sociale. Fait que moi, c'est ça ma clientèle.
Ça doit être difficile aussi pour la famille. Il doit en avoir beaucoup qui veulent couper les liens, justement, là. Oui, c'est difficile, c'est très difficile. Puis ils savent pas non plus que, ben là, c'est sûr, moi, ça fait pas longtemps que je fais ça. Puis il y a très peu de services, comme je dis, sinon pas. Et dans le fond, ils savent pas nécessairement, tu sais, des fois, ils se perçoivent pas non plus comme des victimes collatérales. Dans leur tête, eux, ben, tu sais, ils font pas partie de l'équation, mais Ouais. c'est faux. Tu sais, au final, ils peuvent être impactés de ça. Puis autant des gens qui veulent couper les ponts que des gens qui ne veulent pas couper les ponts vont se heurter à des jugements. Tu sais, une conjointe qui décide de rester avec son conjoint qui est accusé, ben là, tout le reste, la famille peut porter un Mhm. jugement, les collègues, les amis. Tu sais, ça vient lourd à assumer, puis de dire comment je fais, moi, pour gérer tout ça, tu sais. Il faut les outiller aussi, c'est super important, là. Mhm. Est-ce que tu seras en mesure de nous partager une expérience particulièrement significative ou marquante que tu as vécue avec des personnes judiciarisées? Ben, tu sais, je pense que ça, je veux dire, une expérience en tant que telle, j'en ai pas nécessairement. Je pense que j'ai vécu plusieurs petites expériences qui m'ont forgé à travers le temps. Je te dirais qu'un choc, on va dire entre guillemets, que j'ai pu avoir, c'est vraiment au début de ma carrière. Quand on sort de l'école, tu sais, un baccalauréat comme que ce soit criminologie, service social, psychologie, peu importe, tu sais, les sciences sociales, la théorie, elle est bien belle, mais sur le terrain, des fois, c'est complètement un autre monde. Mhm. Puis même nous, en sortant de l'école, même si on a toutes les notions, on n'a pas, on peut être biaisé, on peut avoir aussi nos propres jugements ou préconceptions, peu importe. Puis je me rappelle Mhm. dans mon premier stage, justement, mon premier client, on va dire en guillemets, là, que j'avais en suivi au communautaire, c'était un jeune, puis lui avait été accusé de justement possession de pornographie juvénile. Puis il avait comme mon âge. Fait que et à l'époque, mettons, 25 ans, 26 ans. Fait que, tu Mhm. sais, c'est super confrontant parce qu'on dirait que dans notre tête, quand même, malgré que maintenant, on le sait, qu'il y en a, tu sais, c'est de plus en plus parlé, qu'il n'y a pas d'âge pour ça, puis que, on va dire, la pédophilie ou l'ébéphilie, c'est pas nécessairement relié à un groupe d'âge, ben ça fait quand même toujours un certain choc d'avoir devant toi un garçon qui a ton âge, tu sais, puis que tu fais, OK, tu sais, c'est Oui. pas l'image qu'on a toujours eue, bon, de peut-être une personne plus âgée, plus isolée, bon, tu Mhm. comprends ce que je veux dire. Fait que ça m'a un peu comme heurté dans mes valeurs aussi, puis de me dire, mais mon Dieu, on a le même âge, tu sais. Mais oui, c'est ça. C'est ça, ça a été quelque chose de confrontant, puis en même temps, ça a été super constructif pour moi, justement. Ça l'a aidé tout de suite à défaire ces conceptions-là, ces préjugés-là, puis tu sais, j'ai travaillé avec cette personne-là, puis ça s'est super bien passé, puis il s'est réinséré, puis on est, en tout cas, de ce que je sais, là, j'avoue que j'ai pas Oui. suivi depuis des années, là, fait qu'on croise nos doigts, mais quand même, tu vois, ça a été une expérience pour moi qui a été marquante parce que c'était pas ce que je croyais, tu sais, dans ma tête, là. Oui, marquante et positive aussi, parce que ça t'a permis d'évoluer à travers ça, là. Déconstruire, là, tu sais, déconstruire les Oui. concepts qu'on a dans notre tête qui, malgré nous, sont souvent créés, construits par la société, les films, peu importe, là, tu sais. Mhm. Oui, tout Fait à que fait, oui, là. ouais, ça a été une expérience assez intéressante pour moi dans mon parcours, là. Ah, c'est génial. Ce serait quoi, tu dirais, les défis les plus importants que tu as rencontrés jusqu'ici dans ta carrière? Je pense que honnêtement, malgré ce qu'on peut penser par rapport à la clientèle ou aux défis que la clientèle peut représenter, moi, dans mon cas, je trouve vraiment que c'est l'opinion des gens autour, c'est-à-dire justement, tu sais, on n'est pas tant que ça connus encore, les criminologues, Mhm. criminologues en pratique privée. Beaucoup de gens se disent ah ouais, tu peux être en pratique privée, c'est quoi que tu fais, c'est quoi ton expertise. Les gens pensent qu'on ne traite qu'avec les criminels, entre guillemets, mais tu sais, un OK. criminel va avoir, tu sais, mettons, quelqu'un qui souffre d'anxiété ou qui souffre de troubles relationnels ou qui souffre de dépression. C'est pas son dossier criminel qui va changer quoi que ce soit dans ton approche, tu sais. Oui, tu vas peut-être adapter par Ouais. rapport à ses conditions, mais en tant que tel, c'est pas ça qui détermine quoi que ce soit. Puis, je pense que c'est ça, tu sais, c'est des fois les gens qui sont comme, ah, t'es criminologue, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu fais? Puis même encore là, comme je dis, ça peut être même dans les milieux de pratique. Je suis sûre que mes collègues seraient d'accord avec moi de dire, on est peu connus, donc ça vient beaucoup avec des questionnements, des jugements, des fausses croyances. Puis je pense que c'est ça qui devient un peu difficile des fois d'avoir le sentiment qu'il faut se prouver, là.
Fait que OK. moi, je te dirais que dans mon cas, à moi, c'est un défi que je trouve qui est constant. Je sais que l'ordre travaille fort pour nous aider à nous faire valoir, à nous mettre de l'avant, puis à montrer justement que oui, on a des actes réservés, qu'on a une crédibilité, puis que aussi, ben, Mhm. on peut aussi aider en termes de santé mentale, pas juste dans une clientèle contrevenante qui se trouverait, exemple, en détention. Tu sais, on peut ratisser plus large que ça, là. De quelle façon? Tu dis que vous êtes beaucoup jugé justement parce que tout le monde pense que vous travaillez seulement avec des criminels, que faut toujours que vous fassiez valoir. Qu'est-ce que tu leur réponds à ces gens-là? Ben, j'essaie de les éduquer sur le fait que, tu sais, dans le fond, le bac en criminologie existe depuis quand même plusieurs années à l'Université de Montréal. Tu sais, c'est quand même une branche aussi qui existait en Europe, qui est pas tout à fait pareil, mais quand même. Et que, tu sais, comme je disais tout à l'heure, ce qu'on apprend au sein du bac, tu sais, oui, on va avoir une certaine expertise, un peu comme sexologie, vont avoir une expertise au niveau de, tu sais, la sexualité, on va dire psychoéducateur, bon, ça va être au niveau de l'adaptation. Mais tu sais, au final, on est tous des branches de la science sociale, donc de Mhm. l'accompagnement psychosocial. On a tous quand même eu une certaine notion de, comme je disais, les écoles de pensée, les approches, tu sais, on va avoir des cours d'intervention individuelle, d'intervention de groupe. Tu sais, ça s'apparente quand même, veut pas, à la psychologie. C'est sûr qu'on n'a pas la prétention de dire qu'on est des psychologues, là, évidemment. Mais tu sais, Mhm. on comprend que c'est pas 3 ans de bac où est-ce qu'on parle juste des criminels. Tu sais, oui, évidemment, il va y avoir une expertise, là, mais c'est pas juste ça, tu sais. Fait que c'est un peu de l'éducation que je fais, puis comme je te dis, tu sais, je le vulgarise, puis je dis aux gens, ben écoutez, faites confiance, puis si ça ne fait pas, ben c'est correct, tu sais, vous l'aurez essayé, mais sinon, tu sais, c'est de se donner la chance. Surtout aujourd'hui, avec les besoins en santé mentale qui sont grandissants, on veut être capable d'aider, de porter main forte, puis d'aller chercher une clientèle qui peut être en attente, parfois d'un psychologue qui ont des listes d'attente de un an et demi, ou des tarifs qui Oui. peuvent parfois être un peu trop élevés pour euh, tu sais, la capacité des gens. Fait que, tu sais, des fois, de se tourner par des professionnels qui sont tout autant aguerris, qui sont aussi, tu sais, qui font partie d'un ordre, c'est ce qu'on recommande évidemment, parce que l'ordre est là pour protéger le public, là. Donc, tu sais, c'est ça. Je pense que c'est de l'éducation, puis d'aller chercher un petit peu plus de connaissances, puis de l'essayer, ça aide, là. Oui, tout à fait. Mais on parlait des défis que tu rencontrais dans ton métier. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu des fiertés ou de satisfaction que tu as ressenties aussi en aidant des individus à se réinsérer? Mais oui, tout à fait, tellement. Tu sais, c'est sûr que on trouve ça super le fun. Mettons, exemple, en transition, on va accompagner des gens pendant un certain temps. Parfois, ça peut être très longtemps. Des fois, ça peut être moins long. Ça dépend tout le temps des conditions, puis bon, de qu'est-ce qui est déterminé avec les agents, puis les avocats, etc. Mais, tu sais, des fois, il y a des gens qui quittent éventuellement. C'est le but, Oui. hein, qui quittent la maison de transition et qui Oui. reviennent de leurs propres ailes. Mais, tu sais, des fois, il y a des gens qui revenaient peut-être 1 an, 2 ans après, passer nous voir, tu sais, juste pour dire bonjour. Puis, c'est tellement valorisant, pas pour nous, mais pour eux. Tu sais, c'est tellement Mhm. gratifiant, je trouve, pour eux de voir qu'ils peuvent revenir à titre de visiteurs, à titre de citoyens, on va dire, en guillemets, tout à fait normal. Puis, Oui. ils vont juste dire bonjour. Puis, tu sais, moi, je pense que c'est important de se rappeler, puis ça, je le disais aussi aux filles qui ont travaillé en transition. Tu sais, c'est pas notre victoire, dans le sens que la réussite on va dire d'un contrevenant, c'est pas notre réussite, puis l'échec d'un contrevenant, c'est pas notre échec. Tu sais, des fois, on a l'impression en étant intervenante, euh, on met beaucoup de pression sur notre capacité à les réinsérer, puis Mhm. on trouve ça difficile quand il y en a un qui va briser une condition, puis qu'il va peut-être remonter en détention. Puis des fois, il y a des filles qui vont, je dis des filles parce que c'est majoritairement des filles, là, mais OK. je veux dire des intervenants qui vont prendre ça personnel parce que des fois, ça fait longtemps qu'on les suit, on pense qu'on a un bon lien, on pense qu'on connaît la personne, qu'elle nous fait confiance, puis finalement, ben, oups, ça nous glisse entre les doigts, puis il y a quelque chose qui se passe quand on n'est pas là, puis on apprend qu'on s'est peut-être fait un peu embobiner, ou en tout cas, tu sais, ça peut Ouais. arriver, ça reste qu'il y en a qui vont essayer d'avoir le beurre puis l'argent du beurre, tu sais. Fait que c'est sûr que des fois, c'est difficile. Tu sais, c'est heurtant, puis on se remet en question, puis ça vient jouer dans notre ego, dans notre orgueil, dans notre Mhm. syndrome d'imposteur. Tu sais, on est vraiment à la hauteur? C'est nous autres qui n'avons pas fait la bonne chose. Fait que, tu sais, des fois, c'est comme de recadrer ça aussi, puis de dire, tu sais, si le gars il fait une mauvaise décision, ben ça t'appartient pas. Puis s'il décide qu'il se réinsère puis qu'il prend les bonnes actions, ben ça t'appartient pas non plus. Tu sais, tant mieux si tu es un Ouais. facteur aidant puis motivant, puis que tu peux être justement, tu sais, tu fais partie du filet social.
mais il ne faut pas prendre ça comme notre victoire ou notre échec. Tu sais, on est responsable de moyens, mais on n'est pas responsable de résultats. Puis je pense que ça aide à avoir une distance professionnelle aussi, de se rappeler ça, tu sais, sur du court, moyen et long terme. Exactement, parce que ça ne doit pas toujours être facile, justement, là, pour le professionnel qui travaille avec ces gens-là. Il doit en avoir beaucoup qui, justement, prennent ça peut-être trop personnellement, là. Ben oui, parce qu'on veut pas, on est dans leur milieu de vie, hein, dans une maison de transition. Eux, ils habitent là, fait qu'on les voit dans leur quotidien, on les voit le matin quand ils se lèvent prendre leur café, puis on les voit sur l'heure du dîner, puis on les voit revenir de Ouais. travailler, puis on les voit revenir de leur fin de semaine. Tu sais, on est avec eux dans un milieu de vie, fait que veut pas, on a un peu l'impression de faire partie de leur quotidien, puis c'est le cas aussi. Mhm, oui. Mais ça nous donne parfois peut-être un peu la prétention de croire qu'on est aux aguets ou qu'on est au devant et aux avant de tout. Mais des fois, c'est pas le cas. Puis ça arrive. Ça arrive qu'il y en a qui vont faire des actions qui vont devoir être punies, on va dire. Tu sais, c'est sûr qu'en Ouais. transition, on a le double mandat qu'on appelle, fait que le mandat de surveillance et le mandat de protection tu sais, du public, fait que, tu sais, de surveillance, de protection, puis de réinsertion. Fait qu'on veut travailler avec le gars, on veut l'aider à se réinsérer, on veut voir à ce que son plan d'action, tu sais, soit mis en place, qu'il retrouve un travail ou qu'il retourne à l'école, peu importe, tu sais, que tout ça, ça aille dans le bon sens. Mais en même temps, on se doit de surveiller ses actions, de s'assurer que le public est protégé. Puis, en ce sens-là, de dire, ben si on remarque quelque chose qui n'est pas correct, mais on doit dénoncer, Mhm. on doit le dire à son agent de libération ou à son agent de probation, on doit dire, je dois lever le flag, tu sais, on a remarqué que ci, que ça. Alors là, ben, des fois, c'est sûr que ça brise le lien de confiance. Fait que c'est très difficile. Tu sais, c'est porter un chapeau qui est très difficile, puis ça vient quand même des fois justement jouer dans nos valeurs, puis c'est pour ça qu'il y en a qui n'aiment pas, on va dire, travailler en transition, parce qu'il y en a qui vont préférer travailler au communautaire, comme par exemple à un organisme pêche, qui vont faire de l'accompagnement, mais qui n'ont pas le mandat de surveillance. Fait que, tu sais, même si le gars il dit hey, moi j'ai consommé en fin de semaine, ben, ils ne sont pas obligés d'aller le dire à l'agent, tu sais. OK, OK. Fait que des fois, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Ça dépend vraiment de notre personnalité, puis c'est important de se connaître, puis de savoir c'est quoi nos zones grises, justement, pour ça, tu sais. Ah oui, tout à fait. Puis comment tu dirais que ta compréhension de la criminalité ou de la réinsertion a évolué au fil de ta carrière? Ben, écoute, je pense qu'avec le temps, on apprend justement à se créer des stratégies pour avoir une bonne distance professionnelle. Comme je te dis, je pense qu'avec le temps, moi, c'est ce que j'ai appris aussi à ne pas prendre personnel les échecs ou les échecs, on va dire, les petites bavures. Oui. C'est plus, c'est ça aussi, c'est de pas toujours mettre les gens dans des catégories. Tu sais, on le fait pas d'emblée en étant criminologue, mais des fois, on peut quand même tomber dans des biais parce qu'il y a des gens avec qui on va être plus en réaction que d'autres. C'est sûr que quand on reçoit une ordonnance d'approbation puis qu'on lit le délit, il y en a qui vont nous faire réagir plus que d'autres. C'est certain, ça Mais fait oui. partie de la réalité puis c'est normal. Mais je pense que c'est d'avoir les bons outils. Puis, tu sais, moi, ce que je peux dire qui a évolué, ben c'est de mieux me connaître puis de mieux savoir c'est quoi mes stratégies pour dire, bon, ça, clairement, je suis en réaction, ça fonctionne pas avec moi, je vais transmettre, tu sais, le dossier à quelqu'un d'autre ou, tu sais, je vais me diriger vers autre chose. Je pense que dans mon cas, j'ai tout le temps été une personne qui était très dans l'action, je suis très leader, j'aime ça quand ça bouge, j'aime ça savoir où est-ce que je m'en vais. Fait que pour ça aussi que j'ai toujours accédé à des postes un petit peu plus de gestion qu'être juste intervenante sur le terrain. Parfois, j'ai l'impression que ça devient un peu éreintant aussi comme job. Ça devient, tu sais, Mais oui. difficile sur le court terme, long terme, c'est la fatigue de compassion. Fait que pour moi, d'avoir accédé à des jobs de direction, de supervision, tu sais, je trouvais ça super intéressant parce que j'avais un peu, tu sais, oui, j'étais sur le terrain, mais en même temps, j'accompagnais les intervenants. Fait que ça, tu sais, je trouve ça plus stimulant pour moi dans mon cas. Puis en même temps, ben, au final, j'ai décidé de m'en aller vers la pratique privée parce que j'avais envie de relever ce défi-là et d'être ma propre boss, là. Fait Non, que c'est ça. je te dirais que ça a évolué de cette façon-là en tant que telle, là. Tu mentionnais en introduction que tu étais auparavant directrice clinique à la Maison Pinchot. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ça, en quoi ça consiste, le travail d'une directrice clinique? Oui, ben c'est sûr que j'ai pas, tu sais, comme là, ça fait déjà un an que je suis plus là, fait que, puis les choses bougent quand même vite là, dans les organismes communautaires, mais Mhm. tu sais, dans le fond, le rôle d'une directrice clinique, c'est comme je disais un petit peu plus tout à l'heure en début
d'entrevue, c'est vraiment d'accompagner les intervenantes. Puis en même temps, ben, c'est d'être le bras droit de la direction générale. Fait que, au final, tu sais, oui, il y a quand même un côté administratif de remplir quand même certaines paperasses, là, on va dire entre guillemets, mais OK. d'accompagner, c'est-à-dire que tu sais, si les intervenantes se sentent parfois, il y a des situations qui peuvent demander un deuxième jugement ou, tu sais, mettons, d'autoriser, on va dire, on va pas dire des fouilles parce qu'on disait plus ça, là, le mot fouille, là, mais tu sais, OK. mettons, devoir aller voir dans la chambre d'un résident, voir si on a un doute de quelque chose, ben là, c'est la directrice Mhm. qui va autoriser. Faire le pont aussi avec, parce que nous, la fin de semaine, on avait des agents de sécurité, fait que faire le pont avec ce qui s'est passé durant le week-end, le lundi matin, on arrive, savoir qu'est-ce qui s'est passé, s'il y a des choses qu'on doit savoir, on a-tu des libertés illégales, tu sais, on a-tu un mandat qui est émis, tu sais, si on doit justement émettre un mandat, ben, à ce moment-là, être au courant, tu sais, de qu'est-ce qui se passe, pour quelles raisons, euh, faire les, euh, faire les allocations, c'est-à-dire, tu sais, il y a des résidents qui sont des résidents fédéraux dans les maisons de transition qui ont le droit à des montants d'argent par semaine, comme des OK. petites payes, si on veut Mhm. pouvoir vivre leur vie, là, tu sais, c'est vraiment pas Ben oui. grand-chose. Là, mais donc, c'est moi qui faisais ça. Donc, à toutes les semaines, savoir qui a le droit à quoi, bon, tu sais, remplir les petites enveloppes, aller les porter à l'accueil et s'assurer que les gars reçoivent cette allocation-là. Puis ensuite, ben, faire la facturation à la fin du mois. Donc, tout, qu'est-ce qui a été fait. Puis la facturation, c'est pas juste par rapport aux allocations. Là, tu sais, il y a une facturation par rapport à qu'est-ce que. Parce que nous, on est un partenariat avec le Service correctionnel du Canada puis le OK. ministère de la Sécurité publique. Fait que tu as comme les gars qui sont au fédéral, puis tu as les gars qui sont au provincial. Et à ce moment-là, ben, c'est de s'assurer que les factures, justement, parce que nous, on est comme des sous-contractants, là, c'est-à-dire que le SCC va nous payer, entre guillemets, pour qu'on puisse héberger des gars. Fait que c'est de faire la Mhm. facturation, faire le pont aussi avec, parce que nous, on avait un chef cuisinier, fait que s'assurer que tout est correct de ce côté-là. S'il y OK. avait des entrevues à faire, ben, c'est moi qui les faisais avec, souvent, avec une personne, une chef d'équipe pour faire des entrevues pour un poste qui serait ouvert, à faire les affichages de poste aussi, là, donc monter le OK. poste, s'assurer que les questions d'entrevue, etc. S'il y avait des mises à pied aussi, ben, ça passait par la direction. Faire des rencontres. On va dire à toutes les semaines, on avait des rencontres avec la direction générale pour justement savoir on en est où, qu'est-ce qui se passe, tu sais, bon, faire une mise au point de la situation parce que à Pinchot, ben, il y avait comme deux établissements. On a l'hébergement qui est là où est-ce que les résidents dorment, mais il y a aussi la Mhm. SMO qui est bon, le milieu ouvert, surveillance en milieu ouvert, si on veut. Fait que c'est un autre bâtiment qui était plus loin. Puis ça, c'était juste des cas des probationnaires, ça veut dire probation provinciale. Et c'était plus OK. des rencontres de suivi, là, donc personne ne dormait là. C'était un gars qui OK. venait OK. tu sais, les rendez-vous se faisaient de jour, rencontrer les intervenants, quitter le soir, puis that's it. Fait que OK. faire aussi le pont entre les deux équipes, s'assurer que tout est correct. Et ben, la Maison Pinchot, c'est un milieu syndiqué aussi. Fait que si jamais il y avait à parler avec le syndicat ou tu sais, s'il y avait un grief ou exemple, des choses comme ça, ben, il fallait intervenir à ce niveau-là, savoir c'était quoi qui se passait. Fait que, en gros, là, tu sais, c'est ça. C'est pas mal de l'accompagnement, c'est s'assurer que tout est correct, c'est rencontrer les partenaires aussi. Tu sais, c'était de faire des rencontres avec les agents de libération conditionnelle ou les agents de probation, les gens du SCC. Fait que bon, tu sais, c'est un peu aussi du PR, entre guillemets, on va dire. Fait que rencontrer les gens, Ouais. voir où est-ce qu'on s'en va, c'est quoi qu'on pense avoir besoin pour les prochains mois, prochaines années, etc. Fait que, en gros, OK. c'est ça. C'est surtout un travail de gestion, là. Quand même, c'est sûr qu'on est moins sur le terrain, à moins que, exemple, il y a une grosse situation avec un résident, puis que là, on se dit qu'on a besoin d'asseoir un plus gros joueur, entre guillemets, ben, tu Mhm. sais, moi, j'ai déjà fait des rencontres avec des gars pour recadrer, tu sais, en disant, là, tu sais, je suis rendu que c'est plus ton intervenant, c'est la direction clinique qui vient Ouais. s'en mêler, là. OK, OK. Assurer que les Est-ce, programmes roulent bien aussi, puis tout ça, là. Fait que, ouais. est-ce que c'est ce côté un peu plus humain-là, justement, qui t'a poussé à t'en aller en pratique privée, qui te manquait? Oui, oui, exactement. Je trouvais que j'avais moins le côté, tu sais, dans le fond, à cause de mon expérience, j'avais été auparavant directrice adjointe dans un organisme communautaire à Québec qui était pas du tout dans la même branche, dans le sens que c'était un organisme qui donnait du matériel stérile pour les gens qui consomment.
Fait que, tu sais, c'était une approche de réduction des risques. Tu sais, c'était pas du tout dans un mandat de surveillance, là. Et, tu sais, j'avais trouvé ça super intéressant. Puis là, j'avais appliqué après ça à Pinchot, j'avais eu le poste. Mais, tu sais, là, je trouvais que je commençais à m'enligner vers justement des métiers plus de gestion, de direction, d'administration. Puis je commençais à m'éloigner Mhm. de l'intervention puis de l'approche un petit peu plus psychosociale que j'aimais. Fait que là, je me disais, bon, là, je suis un peu à la croisée des chemins, dans le sens, si je m'enligne vers cette branche-là, ben, qu'est-ce qui m'attend? C'est probablement éventuellement des postes, justement, de direction générale. Tu sais, est-ce que Mhm. ça m'intéresse? Oui et non. Tu sais, je trouvais que c'était bien, mais je me trouvais encore jeune, tu sais, pour m'en aller vers un poste de direction générale, on s'entend, là, tu sais. Fait que je me disais, tu sais, c'est le moment d'aller faire ma pratique privée si j'ai envie, puis de me lancer vraiment plus dans le milieu de l'intervention. Puis en même temps, pour être 100% honnête avec toi, ben j'en avais un petit peu ma claque du milieu communautaire. C'est comme, tu sais, c'est des beaux milieux, mais en même temps, c'est des milieux qui dépendent quand même de facteurs externes, de Ouais. subventions, de si la politique gouvernementale change, ben ça vient Mhm. affecter quand même le milieu. Tu sais, si on a moins de sous, ben il faut couper des postes. Tu sais, C'est tu sais ce que je veux difficile. dire? C'est difficile quand Mhm. même. Puis on dirait que je commençais à être un petit peu échaudée de ça, puis d'avoir tu sais, un conseil d'administration, direction, tu sais, tout le monde est comme un peu impacté des décisions de tout le monde. Fait qu'à un moment donné, je commençais à me dire que j'avais peut-être envie de voler mes propres ailes. Fait que ça m'a motivée aussi là, à prendre ma décision. Ouais. Ah, c'est génial. On est pratiquement à la fin de notre entrevue. Est-ce que tu voudrais me dire les autres branches professionnelles dans lesquelles les criminologues peuvent travailler? On sait qu'on peut faire de la pratique privée, travailler dans le milieu communautaire. Sinon, à part ça? Ben, il y en a quand même plus qu'on pense. Tu sais, moi, j'ai une amie, par exemple, elle travaille à Revenu Québec. Tu sais, elle a été enquêteur à Revenu Québec. Là, je pense qu'elle a accédé à un autre poste. Là, je ne pourrais pas dire, tu sais, ça peut OK. être inspecteur, enquêteur. C'était super intéressant ce qu'elle faisait. Moi, je trouvais, puis tu sais, elle a fait ça en sortant du bac quasiment. Là, fait que c'est pas comme si elle avait eu 10 ans d'expérience puis qu'elle avait accédé à ce poste-là. Là. Fait OK. que, bon, tu sais, on peut aller travailler dans des milieux comme ça. Évidemment, il y a la pratique privée qui est encore très peu connue. Euh, j'ai des amis, comme je disais, qui travaillaient à Pêche, donc en accompagnement, on va dire, juriste, jurisprudence, là, ish, là, fait que, il y a quand même des gens qui travaillent au communautaire, là, évidemment, là, Mhm. j'ai une amie qui est travailleur de rue, ça dépend tout le temps de ce qui t'intéresse. Euh, Mhm. j'ai une autre amie que je connais qui, elle est directrice d'Équijustice sur la Côte-Nord, donc à OK. Sept-Îles. Tu vois que C'est très vaste, là. oui, oui, c'est très vaste. Tu peux travailler en détention, tu peux être agent de libération conditionnelle, tu peux être agent de programme. Je veux dire, il y a tellement de branches qui sont pas, peu connues. C'est vaste, là. Il y en a qui vont travailler à la DPJ. C'est quand Mhm. même un milieu qui est quand même reconnu pour avoir beaucoup de criminologues. C'est sûr que, bon, tout ce qui est détention, milieu carcéral, maison de transition, on en retrouve quand même beaucoup, là. Mais en Mhm. dehors de ça, dans les organismes communautaires, il y en a aussi, là, tu sais, fait que ça peut être intéressant. Puis sinon, ben, c'est ça, je disais, la pratique privée fait partie des dadas maintenant qui nous sont offerts et c'est super intéressant. Puis plus ça va, plus on est nombreux, fait que tant mieux. Ah, mais c'est génial, puis ça va donner des bonnes idées aux auditeurs qui aimeraient s'en aller justement dans cette branche-là, là. Ben De oui, tout à savoir fait. que c'est aussi vaste. Tout à fait. Puis, tu sais, je voulais juste souligner avant qu'on termine que justement, tu sais, moi puis une collègue qui est psychoéducatrice, tu vois, on s'est associés ensemble, mais c'est elle, je l'ai rencontrée à la maison de transition à Pinchot, puis on a tout de suite connecté par rapport à nos intérêts professionnels. Puis on a monté un groupe de soutien justement pour les proches des personnes judiciarisées qu'on OK? lance là, ben, tu sais, qui est ouvert pour les inscriptions pour ceux que ça pourrait intéresser. Fait que je voulais quand même prendre le temps de le dire parce que c'est quand même un, un outil, ben, un outil ou en tout cas un projet qui va permettre d'offrir du soutien concret à ces gens-là. Mm. Donc, c'est vraiment un groupe qu'on va lancer probablement en 2025. Là. Et OK? c'est ça. Fait que, tu sais, s'il y en a qui ça les intéresse, ben, sur mon site web, il y a le PDF qui explique un petit peu plus les détails du groupe. Puis, tu sais, le but, c'est vraiment d'aller soutenir ces gens-là. On va donner des outils, on va donner des PDF, des documents. Tu sais, on va essayer de vraiment donner une plateforme pour accompagner ces gens-là. Et ça va être quand même
même semi-dirigé, c'est-à-dire ça va être 2 volets avec 5 rencontres chaque. Puis, tu sais, chaque rencontre va avoir un thème, là, dans le sens, mettons, comment accepter la sentence ou la gestion financière autour d'une sentence ou, tu sais, mettons, justement, comment l'annoncer aux autres membres de la famille. Tu sais, ça va être vraiment comme des Mhm. thématiques qui ont été établies. Là. Tout ça a déjà été établi et on veut vraiment, justement, pouvoir offrir une plateforme tu sais, à ces gens-là pour voir qu'ils puissent se sentir moins seuls puis moins isolés dans ce qu'ils vivent. Là. Fait que je voulais Ben quand même oui. le dire, là. Oui, c'est super génial. Puis tu m'enverras l'adresse courriel, ouais, le lien en fait, là, par courriel, puis je pourrai le mettre dans la barre de description. Fait comme ça, les gens qui vont écouter le podcast vont pouvoir y aller Oui, facilement puis prendre connaissance de ça super facilement, là. tout à fait, bien parfait, merci. Et je te remercie beaucoup, Alexandra, d'avoir participé aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais, qu'on n'a pas abordé, que tu aimerais rajouter? Je pense pas, honnêtement, je pense qu'on a quand même bien couvert le métier de criminologue. Tu sais, j'ai envie de dire que s'il y en a qui ont des enfants qui s'intéressent peut-être à ce milieu-là ou tu sais, des proches autour d'eux, ben, tu sais, n'hésitez pas à poser des questions puis justement à écrire à des gens qui pratiquent le métier parce que des fois, ce Mhm, qu'on retrouve justement sur Internet ou tu sais, le descriptif du bac, c'est pas toujours concret dans qu'est-ce qu'on peut mhm. faire dans la vie avec ce baccalauréat-là. Donc, n'hésitez pas, c'est un super beau métier. Puis je pense que plus ça va, justement, plus l'Ordre des criminologues va faire un bon travail pour nous mettre de l'avant. En tout cas, j'espère. Ouais. J'ai confiance. Fait que voilà, n'hésitez pas à m'écrire, même je suis super ouverte à répondre à toutes les questions si jamais. Là. C'est génial. Un gros merci, Alexandra. Ben, merci à toi, Jennifer, puis je te souhaite une belle journée. Merci à toi. Au revoir. Bye.